Depuis la fin du programme Apollo en 1972, tous les vols spatiaux habités sont restés confinés à l'orbite terrestre basse, une région relativement étroite située à quelques centaines de kilomètres au-dessus de la Terre. Il ne s'agit pas simplement d'une limite d'altitude. Il s'agit d'une frontière d'énergie, de protection et de volonté politique. Le 1er avril 2026, cette frontière fut finalement franchie. À l'heure actuelle, 4 astronautes se trouvent dans l'espace lointain, effectuant une mission de 10 jours autour de la Lune. Voici Artemis II. Il ne s'agit pas d'une simulation, ni d'un concept futuriste. Cela se produit aujourd'hui. Leur vaisseau spatial, officiellement baptisé Integrity par l'équipage, transporte non seulement 4 vies humaines, mais aussi la mémoire institutionnelle d'une civilisation qui a jadis atteint la Lune et qui a ensuite passé 5 décennies à reconstruire le courage et les capacités d'ingénierie nécessaires pour réessayer. Nous allons détailler les mécanismes précis de ce vol. Nous aborderons l'architecture de lancement, la physique orbitale de leur trajectoire et les systèmes spécifiques assurant la survie de l'équipage dans un environnement incroyablement hostile. La machinerie nécessaire pour envoyer des humains dans l'espace lointain est divisée en plusieurs composants hautement spécialisés. Le véhicule qui a permis à l'équipage de quitter la rampe de lancement est le système de lancement spatial, ou SLS. Pour la mission Artemis II, la NASA a utilisé la configuration Block 1 de la fusée. Il mesure 98,1 mètres de haut et produit 8,8 millions de livres, soit 39,1 mégatonnes de poussée au décollage. Cette impulsion provient de 2 systèmes différents qui fonctionnent ensemble. La majeure partie de la puissance est générée par 2 propulseurs d'appoint à propergol solide fixés sur les côtés de l'étage principal. L'étage principal est lui-même propulsé par 4 moteurs RS-25. Ce sont des moteurs à carburant liquide, fonctionnant à l'hydrogène et à l'oxygène liquide super refroidi. Ce sont exactement les mêmes modèles de moteurs que ceux utilisés sur la navette spatiale. Le SLS est classé comme lanceur super lourd car sa fonction principale est la force brute. Il doit extraire une charge utile de 59 500 livres, soit environ 27 000 kilos, du champ gravitationnel terrestre et la diriger vers la Lune. Tout en haut de cette fusée se trouve le système d'interruption de lancement. On dirait une pointe acérée, fixée au-dessus de la cabine de l'équipage. Il s'agit d'une tour de traction à propergol solide conçue exclusivement pour la survie. Si la fusée principale subit une défaillance catastrophique sur la rampe de lancement ou pendant la montée dans l'atmosphère, le système d'interruption de vol se déclenche automatiquement. Il génère une poussée de 400 000 livres, 1,68 mégatonnes, en millisecondes. La tour arrache physiquement la capsule de l'équipage à la fusée défaillante, accélérant les astronautes de 0 à 800 km/h en 2 secondes. Il les hisse à une altitude sûre, où des parachutes peuvent se déployer pour un amérissage forcé dans l'océan. Une fois que la fusée atteint l'espace et que le risque d'explosion atmosphérique est écarté, le système d'interruption de mission est largué pour gagner du poids. Juste en dessous de cette tour d'interruption de mission se trouve la capsule Orion. C'est la seule partie du véhicule construite pour les humains. L'intérieur offre aux 4 astronautes un volume habitable d'environ 8,95 mètres cubes. Cela correspond approximativement à l'espace intérieur de 2 minivans standards. L'interface de contrôle représente une rupture radicale avec les technologies utilisées depuis l'ère des vols spatiaux traditionnels. Les capsules Apollo étaient tapissées de centaines d'interrupteurs et de molettes physiques. Orion est équipé d'un système de cockpit tout écran. Les astronautes pilotent le vaisseau spatial à l'aide de 3 écrans numériques principaux et de touches de bord. Le logiciel condense des milliers de pages de procédures de vol en liste de contrôle numérique que l'équipage peut consulter rapidement. Orion sert également de bouclier structurel. L'espace profond est radioactif. Le plancher de la capsule comporte une travée centrale renforcée. Si les antennes paraboliques détectent une éruption solaire soudaine, projetant des radiations dangereuses vers le vaisseau spatial, l'équipage videra ses sacs de rangement et les disposera autour de la zone centrale au sol. Cela crée un abri temporaire et dense à l'intérieur de la cabine, où ils peuvent attendre la fin de la tempête radioactive. Orion ne peut pas fonctionner de manière autonome. Le module de service européen est fixé à sa base.
Il s'agit d'un segment cylindrique, sans équipage, fourni par l'Agence spatiale européenne. C'est le moteur du vaisseau spatial. Le module de service abrite le moteur principal utilisé pour les corrections de cap importantes. Il est également équipé de 32 propulseurs plus petits, servant à diriger et à faire pivoter le vaisseau. Au-delà de la propulsion, le module de service assure la survie de l'équipage. Il transporte les grands réservoirs d'eau, d'azote et d'oxygène. Elle est équipée de 4 grands panneaux solaires qui génèrent de l'électricité pour les ordinateurs et les systèmes de chauffage de la capsule. Il gère également le système de contrôle thermique en faisant circuler un fluide à travers des radiateurs pour évacuer la chaleur intense générée par les composants électroniques et les personnes présentes à l'intérieur. La capsule et le module de service restent connectés pendant toute la durée du séjour de 10 jours dans l'espace. Ils ne se sépareront que quelques minutes avant que l'équipage n'atteigne l'atmosphère terrestre pour l'atterrissage final. Le malentendu le plus fréquent concernant ce vol porte sur sa destination. L'équipage ne se pose pas sur la Lune et n'entre pas en orbite lunaire stable. L'objectif principal de cette mission est de servir de test de résistance fonctionnelle. La NASA doit valider les systèmes de communication et de pilotage manuel du système de survie avec un équipage humain avant de s'engager dans un atterrissage sur la surface lunaire à bord d'Artemis 3. Lors du vol sans équipage d'Artemis 1, il y a quelques années, la capsule a bien fonctionné. Mais les machines ne respirent pas. Ils ne transpirent pas, ne consomment pas d'eau et ne génèrent pas le type spécifique d'humidité et de chaleur que produisent 4 êtres humains adultes dans un environnement clos. Artemis 2 est la première mission où les systèmes de contrôle environnemental et de maintien de la vie gèrent une véritable charge biologique dans l'espace lointain. Les ingénieurs doivent observer précisément comment réagissent les épurateurs de dioxyde de carbone, les systèmes d'élimination de l'humidité et les radiateurs thermiques sur une période de 10 jours de utilisation humaine continue. Cette distinction est cruciale. L'équipage génère une charge d'entropie dynamique qu'aucune mission sans équipage ne peut reproduire. La certification humaine ne peut être simplifiée, car le comportement du système résulte de l'interaction entre la biologie et la mécanique, et non de ses seules composantes. Au-delà de la simple survie de l'équipage, la mission doit prouver que les astronautes peuvent piloter manuellement le vaisseau spatial. Une fois que l'étage supérieur de la fusée SLS aura propulsé Orion en orbite terrestre haute, la capsule se détachera de cet étage de fusée usé. À ce stade, le profil de mission exige une démonstration d'opération de proximité. Le commandant et le pilote prendront le contrôle manuel d'Orion. Ils feront demi-tour avec la capsule et la ramèneront vers l'étage supérieur, mis au rebut. Ils utiliseront cet étage de fusée hors service comme cible, en manœuvrant à proximité pour tester la réactivité des petits propulseurs de direction. Il s'agit d'une répétition cruciale. Lors de la prochaine mission, l'équipage devra amarrer manuellement Orion à un atterrisseur massif en orbite lunaire. Ils ont besoin d'une certitude absolue que les commandes de vol numérique se traduisent parfaitement en mouvement physique dans le vide. Une fois cet essai en vol manuel terminé, l'étage de la fusée est laissé sur place et Orion poursuit sa route vers l'espace lointain. Cela soulève la question de la manière dont il communique avec la Terre. Depuis des décennies, l'exploration spatiale repose sur les communications par radiofréquence. Les ondes radio sont incroyablement fiables, mais elles se propagent sur de longues distances et ont une bande passante extrêmement limitée. Artemis 2 modernise cette infrastructure en testant le système de communication optique Orion Artemis 2. L'équipe d'ingénierie désigne cela simplement par l'acronyme O2O. Au lieu d'ondes radio, O2 utilise des lasers infrarouges pour transmettre les données. Il s'agit d'un changement majeur dans les communications extraterrestres. Un faisceau laser reste parfaitement focalisé sur les 240 000 miles, soit environ 304 km, qui séparent la Terre de la Lune. Du fait de sa concentration, le faisceau peut transporter beaucoup plus de données qu'un signal radio standard. C'est ce système précis qui permet au vaisseau spatial de transmettre en temps réel des vidéos en ultra haute définition et d'énormes paquets de données. Le terminal optique du vaisseau spatial oriente ses lasers vers 2 récepteurs terrestres principaux, l'un situé en Californie et l'autre au Nouveau-Mexique. Si le système O2 fonctionne comme prévu lors de ce vol,
La communication laser deviendra la nouvelle norme de base pour les infrastructures spatiales lointaines. Il remplacera officiellement les anciens systèmes radio que nous utilisions depuis l'ère Apollo. La machine que nous venons de décrire est très performante, mais elle nécessite tout de même des opérateurs humains pour gérer les phases de vol critiques. L'équipage chargé de cette mission de 10 jours est composé de 4 personnes très expérimentées. Reed Wiseman occupe le poste de commandant et détient l'autorité finale sur le vaisseau spatial et le calendrier de la mission. À ses côtés se trouve Victor Glover, le pilote dont la principale responsabilité est d'exécuter les opérations de vol manuel et de gérer les manœuvres orbitales complexes. La gestion des systèmes incombe aux 2 spécialistes de mission. Christina Koch est responsable de la surveillance des infrastructures de maintien en vie et de la mise en œuvre des protocoles de communication d'urgence. Jeremy Hansen, représentant l'Agence spatiale canadienne, gère les corrections orbitales et la planification quotidienne. Son inclusion marque un tournant décisif, marquant une rupture avec les initiatives nationales individuelles. L'exploration spatiale lointaine repose désormais sur des coalitions internationales qui partagent leurs ressources et leur expertise. Une fois les fusées éteintes, ces 4 personnes devront vivre à l'intérieur de la capsule Orion pendant 1 semaine et demie. C'est là que la réalité de la mission devient extrêmement difficile à vivre. La Station spatiale internationale a la taille d'une maison de 6 chambres. Il comprend des dortoirs dédiés, une cuisine et un système environnemental complexe qui recycle la transpiration et l'urine pour les transformer en eau potable pure. Orion ne bénéficie d'aucun de ces luxes. Vivre dans cet espace restreint exige une gestion logistique rigoureuse. Il n'y a pas de douche. L'équipage maintient une hygiène de base grâce à des lingettes spéciales et à des réserves d'eau très rationnées. Comme Orion ne peut pas recycler l'urine, la gestion des déchets repose entièrement sur un système de stockage en circuit fermé. Chaque goutte d'eau consommée a été embarquée à bord du vaisseau spatial avant le lancement. Le système alimentaire est lui aussi soumis à des contraintes. Il n'y a ni réfrigérateur, ni navire de ravitaillement arrivant avec des provisions fraîches. Tous les plats préparés doivent se conserver parfaitement à température ambiante, sans produire absolument aucune miette. Une miette en apesanteur peut flotter dans une bouche d'aération et provoquer un court-circuit dans un panneau d'ordinateur. L'équipe utilise des sachets thermostabilisés et des ingrédients lyophilisés. Pour préparer un repas, ils utilisent un distributeur d'eau potable centralisé pour réhydrater les sachets et un chauffe-repas à conduction de la taille d'une mallette pour les réchauffer. Le menu a été finalisé des mois avant le décollage. L'absence de gravité engendre également un problème médical rapide. Sans l'attraction constante de la Terre, le corps humain commence presque immédiatement à perdre de la densité osseuse et de la masse musculaire. Pour éviter toute dégradation physique pendant le vol, la pratique quotidienne d'exercice physique est obligatoire. Il est impossible d'emporter de lourds poids en fonte dans l'espace car ils flotteraient tout simplement. Les ingénieurs ont donc conçu un dispositif matériel hautement spécialisé appelé « appareil d'exercice à volant d'inertie ». Cette machine est installée près de l'écoutille principale. Il fonctionne grâce à un système de câbles qui fonctionne comme un yo-yo robuste. Lorsqu'un astronaute tire sur le câble pour effectuer un squat ou un mouvement d'aviron, une roue interne se met à tourner et stocke cette énergie cinétique. Lorsque l'astronaute résiste à l'attraction de la roue en rotation lors du mouvement de retour, la machine génère jusqu'à 400 lalacerbe, soit 181 kg, de résistance fluide et variable, uniquement par le biais de la physique. Cela permet à l'équipage d'effectuer un entraînement de force intensif dans un environnement d'apesanteur totale. L'effort physique requis de l'équipage est intense, mais la gestion de leur santé corporelle est le seul moyen pour eux de rester suffisamment alertes pour gérer la mise en orbite initiale. L'impulsion depuis la rampe de lancement est un processus violent et hautement chorégraphié. Nous allons examiner ces premières 24 heures ensuite. Quitter cette planète nécessite une séquence précise d'explosion contrôlée et d'allègement du poids. La mission a débuté au complexe de lancement 39B du Centre spatial Kennedy. Lorsque le compte à rebours atteignit 0, les 2 propulseurs d'appoint à propergol solide
et les 4 moteurs principaux s'allumèrent simultanément. Le véhicule a décollé de la plateforme et a immédiatement entamé une manœuvre de roulis pour aligner sa trajectoire avec la trajectoire de vol prévue. Les 2 propulseurs d'appoint à propergol solide ont consommé tout leur propergol en un peu plus de 2 minutes. Une fois complètement épuisés, des boulons explosifs furent tirés. Les enveloppes vides se sont détachées de l'étage central et sont tombées dans l'océan Atlantique. Pendant les 6 minutes suivantes, l'immense scène au cœur orange a fait tout le travail. Elle a propulsé le vaisseau spatial plus haut et plus vite jusqu'à ce qu'il ait consommé tout son hydrogène et son oxygène liquide. Le moteur principal s'est arrêté et l'ensemble de l'étage central a été largué. À ce stade, la capsule Orion se trouvait dans l'espace, mais elle était encore solidement attachée à l'étage supérieur de la fusée. Les ingénieurs appellent cette partie supérieure l'étage de propulsion cryogénique intérimaire. Sa seule et unique mission est d'effectuer les manœuvres orbitales nécessaires pour quitter définitivement la Terre. Mais le centre de contrôle de mission ne se contente pas de pointer le vaisseau spatial vers la Lune et d'allumer immédiatement les moteurs. Ils adoptent une approche très conservatrice. L'étage supérieur a allumé son unique moteur pour propulser Orion sur une trajectoire très elliptique appelée orbite terrestre haute. Dans cette configuration, le point le plus bas de l'orbite est relativement proche de la Terre, tandis que le point le plus haut s'étend sur des dizaines de milliers de kilomètres vers l'extérieur. Il faut une journée entière pour effectuer un tour complet dans cette configuration précise. Cette période de 24 heures fait office de barrière de sécurité obligatoire. Pendant ce temps, les astronautes retirent leur lourde combinaison de lancement pressurisée. Ils testent l'intégrité physique de la capsule tout en restant en toute sécurité dans l'emprise gravitationnelle de la Terre. Sur le terrain, des ingénieurs surveillent attentivement les systèmes environnementaux. Ils surveillent les débits d'oxygène, vérifient les épurateurs de dioxyde de carbone et s'assurent que la cabine maintient une pression stable. Si une fuite critique ou une panne matérielle majeure survient pendant ces 24 heures, l'équipage peut interrompre la mission et entamer un retour sur Terre en quelques heures. Une fois que les systèmes ont passé la phase de vérification, l'équipe au sol donne un dernier coup de pouce pour l'exploration spatiale lointaine. Le moteur de l'étage supérieur s'allume une dernière fois. Cette manœuvre spécifique est connue sous le nom d'injection translunaire. Le moteur fonctionne en continu pendant environ 20 minutes. Cette consommation massive de carburant augmente la vitesse du vaisseau spatial de plusieurs milliers de kilomètres par heure. Cette accélération soudaine fournit l'énergie cinétique exacte nécessaire pour se libérer de la plus forte attraction gravitationnelle terrestre. Lorsque le moteur s'arrête, l'injection translunaire est terminée. L'étage supérieur a rempli sa fonction et ne représente plus qu'un poids mort. Orion se détache de l'étage de fusée usagée et s'éloigne. L'équipage est désormais pleinement engagé. Ils suivent une trajectoire qui les mènera droit vers la Lune. Une fois le moteur principal arrêté après l'injection translunaire, le vaisseau spatial se met en roue libre. En mécanique orbitale, on ne laisse pas les moteurs tourner pendant toute la durée du voyage. On les tire une première fois pour atteindre une vitesse spécifique, puis on laisse la physique dicter le reste de la trajectoire. La voie empruntée actuellement par Artemis II est hautement spécialisée. Elle repose sur une séquence mathématique exacte appelée trajectoire de retour libre. Ce chemin ressemble à un immense 8 tracés sur un quart de million de kilomètres d'espace vide. Pour comprendre son fonctionnement mécanique, il faut prendre en compte le mouvement du système solaire. La Lune se déplace sur son orbite à environ 3,6 km/h. Le centre de contrôle de mission n'a pas orienté le vaisseau spatial vers la Lune. Ils ont pointé Orion vers une zone de l'espace complètement vide où se trouvera la Lune dans quelques jours. À mesure que la capsule s'éloigne, elle ralentit en réalité. La gravité terrestre continue d'attirer le vaisseau spatial, tentant de le ramener dans l'atmosphère. Cependant, la combustion initiale du moteur a fourni juste assez d'énergie cinétique pour permettre à Orion de gravir cette colline gravitationnelle invisible. Finalement, le vaisseau spatial franchira une limite appelée la sphère d'influence de Laplace. C'est le point précis, dans l'espace profond, où l'attraction gravitationnelle de la Lune surpasse celle, déclinante, de la Terre. Dès qu'Orion franchit ce seuil,
Les lois de la physique s'inversent. Le vaisseau spatial cesse de ralentir et recommence à accélérer. La gravité lunaire capture la capsule et la tire vers l'intérieur. Mais la trajectoire est intentionnellement décalée. Orion ne se dirige pas directement vers le centre de la masse lunaire. La trajectoire de vol vise à placer la capsule juste derrière la Lune. Lorsqu'Orion survole la face cachée de la Lune, la masse considérable de celle-ci déforme violemment la trajectoire du vaisseau spatial. Cette interaction agit comme une fronde gravitationnelle passive. La Lune fait tournoyer la capsule sur sa face arrière et la projette dans la direction opposée, la pointant directement vers l'endroit où se trouvera la Terre, 5 jours plus tard. La NASA a sélectionné cette trajectoire précise comme un cas d'échec absolu. Il s'agit d'un mécanisme d'abandon entièrement basé sur la géométrie orbitale. Si une panne catastrophique des systèmes survenait maintenant et que le moteur principal du module de service européen s'arrêtait complètement, l'équipage ne serait pas bloqué. La formule mathématique du 8 garantit que la gravité seule ramènera la capsule à son point de départ. Ils n'ont pas besoin d'un moteur en état de marche pour retourner dans l'océan Pacifique. Le principal compromis opérationnel pour cette garantie de sécurité est une perte totale de permanence. Comme l'équipage utilise un effet de fronde gravitationnelle, il ne peut pas freiner. Pour se placer en orbite stable autour d'un corps céleste, un vaisseau spatial doit faire fonctionner ses moteurs en marche arrière, afin de perdre une quantité considérable de vitesse. Il faut ralentir suffisamment pour que la gravité vous enferme dans un cercle. Le plan de vol d'Artemis II interdit formellement cette manœuvre. Le vaisseau spatial ne se mettra pas en orbite autour de la Lune. Le vol consiste en une boucle continue unique. Ils passeront derrière la face cachée de la Lune et entameront immédiatement la longue chute de retour vers leur planète d'origine. L'événement opérationnel majeur de toute la mission aura lieu le 6 avril. C'est à ce moment que le vaisseau spatial atteint sa distance maximale par rapport à la Terre et contourne la face cachée de la Lune. Les modalités de cette passe déterminent précisément ce que l'équipage vivra et le type de données qu'il recueillera. Pour comprendre la réalité visuelle et opérationnelle de ce survol, il faut considérer l'altitude. Lors des vols Apollo classiques, les modules de commande ont été placés en orbite lunaire basse. Ces équipages ont volé à environ 113 km au-dessus de la surface. Ils étaient suffisamment près pour voir défiler rapidement sous leurs fenêtres les rochers individuels et les arêtes vives des cratères. Le profil de vol de l'Artemis II offre une perspective totalement différente. Comme Orion utilise une fronde gravitationnelle passive, la capsule ne frôlera pas la surface. La géométrie de la trajectoire oblige le vaisseau spatial à passer près de la Lune à une altitude considérable. L'équipage volera à une altitude comprise entre 6400 et 9100 km au-dessus de la croûte lunaire. Cette distance extrême modifie fondamentalement l'optique. Les astronautes n'auront pas à observer un paysage en mouvement rapide. L'immense distance permet à l'œil humain d'embrasser du regard la totalité du disque lunaire en une seule fois. Ils verront la Lune comme une sphère complète flottant dans le vide. L'angle de la trajectoire permettra également d'aligner notre planète et la Lune dans le même champ de vision. L'équipage pourra regarder par les hublots et voir la sphère lunaire complète au premier plan, avec la Terre suspendue en arrière-plan. Il s'agit d'un angle photographique qu'aucun être humain n'a jamais vu auparavant. Cette vision des choses entraîne de lourdes conséquences opérationnelles. Lorsque le vaisseau spatial se déplace derrière la masse lunaire, la Lune elle-même devient une barrière physique. Des milliers de kilomètres de roches massives bloquent toutes les lignes de communication. Les nouveaux systèmes laser et les fréquences radio de secours ne peuvent pas pénétrer la croûte lunaire. Les équipes au sol à Houston perdront tout contact avec l'équipage. La télémétrie va se figer. Les flux vidéo s'interrompront complètement. Pendant près d'une heure, les 4 astronautes seront totalement coupés du reste de l'humanité. La face cachée qu'ils survolent est géologiquement et informationnellement distincte de l'hémisphère qui fait face à la Terre. En raison du verrouillage des marées, la face cachée n'a jamais été observée depuis la surface de la Terre sans engin spatial. Durant cette période de panne d'électricité, l'équipage dépend entièrement des systèmes automatisés de la capsule. Ils doivent surveiller eux-mêmes les indicateurs de leur système de survie et leurs paramètres orbitaux,
sans aucune intervention ni conseil du centre de contrôle de mission. Une fois que l'effet de fronde gravitationnelle aura tiré Orion autour de la courbure de la Lune, le vaisseau spatial aura franchi l'obstacle physique. Les antennes de communication rétabliront immédiatement une ligne de visée directe avec les stations au sol. Les données télémétriques s'afficheront en abondance sur les écrans du centre de contrôle de mission, confirmant que la capsule a survécu à la manœuvre et qu'elle est verrouillée sur le bon cap. Le vaisseau spatial est désormais orienté vers sa planète d'origine. Mais le voyage retour expose l'équipage à l'élément environnemental le plus dangereux de tout le vol. Nous devons examiner l'espace physique situé à l'extérieur de la coque. L'espace physique à l'extérieur du trou n'est pas simplement un vide. Il s'agit d'un environnement extrêmement actif et hautement radioactif. Depuis 25 ans, les astronautes à bord de la Station spatiale internationale vivent à quelques centaines de kilomètres au-dessus de la surface. À cette altitude, ils sont encore en sécurité à l'intérieur du champ magnétique terrestre. Ce bouclier invisible dévie naturellement la grande majorité des rayonnements spatiaux. L'équipage de l'Optimus 2 n'a pas ce luxe. En se dirigeant vers la Lune, il vole complètement en dehors de la magnétosphère. Le premier danger majeur qu'il rencontre est la couche limite elle-même. Le champ magnétique terrestre piège les particules hautement chargées, les canalisant dans deux anneaux massifs connus sous le nom de ceinture de radiation de Van Allen, découvert en 1958 par le physicien James A. Van Allen. Il existe une ceinture interne dense, composée principalement de protons de haute énergie, et une ceinture externe plus large, composée d'électrons. Chaque engin spatial quittant la Terre doit traverser directement ces zones. Vous ne pouvez pas les contourner. Les planificateurs de mission surmontent cet obstacle en misant sur la vitesse pure. La puissante combustion du moteur qui a propulsé Orion vers la Lune garantit que la capsule se déplace si vite qu'elle traverse les deux ceintures en quelques heures seulement. Ce transit rapide permet de maintenir la dose de rayonnement initiale bien en deçà des limites de sécurité. Une fois qu'ils auront franchi la ceinture de Van Allen extérieure, l'équipage sera officiellement en espace profond. L'environnement les expose ici à deux types de risques radiologiques totalement différents. La première est une menace de fond constante, connue sous le nom de rayons cosmiques galactiques. Ce sont des fragments atomiques de haute énergie, se déplaçant à une vitesse proche de celle de la lumière, expulsés par une supernova lointaine, située en dehors de notre système solaire. Ils bombardèrent constamment le vaisseau spatial de toutes les directions imaginables. Il est impossible de construire un bouclier métallique suffisamment lourd pour les bloquer complètement. Si vous essayez, la fusée serait trop lourde pour être lancée. Les ingénieurs se contentent donc d'accepter un niveau d'exposition de base. La dose que reçoit l'équipage sur une période de 10 jours est calculée et acceptée comme un risque professionnel standard. Le second danger est beaucoup plus grave, car il est soudain et imprévisible. Notre Soleil est une étoile active qui éjecte fréquemment d'immenses nuages de particules chargées. Ces éruptions se produisent lors d'éruptions solaires et d'éjections de masse coronale. Les scientifiques les appellent des événements de particules solaires. Si une éruption se produit et se dirige vers le vaisseau spatial, l'équipage sera confronté à une grave urgence médicale. Le rayonnement d'une tempête solaire massive est suffisamment concentré pour provoquer un syndrome d'irradiation aiguë, des nausées et des dommages cellulaires à long terme. Pour surveiller cette menace, la capsule Orion est équipée d'un réseau de capteurs appelé évaluateur de rayonnement électronique hybride. 6 de ces écrans actifs sont placés à différents endroits à l'intérieur de la cabine. Ils mesurent en continu le rayonnement qui pénètre la coque. Les astronautes portent également des dosimètres personnels sur leur combinaison de vol, afin de suivre précisément la quantité de radiation absorbée par leurs corps individuels au cours des 10 jours. Si les équipes au sol, qui surveillent le Soleil, détectent une éruption majeure, ou si les capteurs internes déclenchent une alarme, l'équipage dispose d'un protocole prédéfini à suivre. Comme Orion ne peut pas embarquer un blindage en plomb épais, son architecture de survie repose entièrement sur l'utilisation stratégique de la masse. L'eau, la nourriture et les vêtements humains sont des matériaux incroyablement denses.
Plus important encore, l'eau et les matières organiques contiennent de grandes quantités d'hydrogène. Les atomes d'hydrogène sont incroyablement efficaces pour diffuser et absorber les protons incidents provenant d'une tempête solaire. Lorsque l'alarme retentira, les astronautes se déplaceront immédiatement vers le plancher central renforcé de la cabine. Ils videront les casiers et sortiront leurs sacs de provisions bien remplis. Ils empileront physiquement ces sacs contre les parois extérieures les moins protégées de l'espace au sol, en disposant leurs rations d'eau, leurs sachets alimentaires thermostabilisés et leurs vêtements de rechange en une barrière épaisse. Ils aménagent un abri anti-tempête temporaire à l'intérieur de la capsule. Les 4 astronautes se glisseront alors dans cette minuscule cavité fortement isolée et attendront. Une tempête solaire peut balayer le vaisseau spatial pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. L'équipage restera à l'intérieur de ce bunker improvisé, comptant sur ses dômes personnels et les communications avec Houston, jusqu'à ce que les niveaux de radiation à l'extérieur de la coque reviennent à la normale. Cette utilisation astucieuse du fret existant permet de maintenir le vaisseau spatial suffisamment léger pour voler, mais elle oblige l'équipage à construire activement son propre radeau de sauvetage en cas d'urgence. Le voyage de retour de la Lune consiste essentiellement en une chute de 5 jours vers la Terre. Du fait de son accélération continue sous l'effet de la gravité terrestre, le vaisseau spatial Orion accumule une quantité massive d'énergie cinétique. Lorsque la capsule atteindra le sommet de l'atmosphère le 11 avril, elle voyagera à Mach 32, soit environ 39 400 km/h. À cette vitesse, l'atmosphère se comporte comme un mur de briques physiques. Le frottement généré par le contact avec les molécules d'air comprime le gaz devant la capsule, créant une enveloppe de plasma surchauffé. La température extérieure du véhicule atteindra 5000 degrés Nord, soit environ 2660 degrés Nord. La seule chose qui protège l'équipage d'une incinération instantanée est le bouclier thermique ablatif boulonné sous Orion. Ce bouclier est conçu pour se consumer lentement, emportant l'énergie thermique extrême dans le sillage, plutôt que de la laisser s'infiltrer dans la cabine. Perdre toute cette vitesse en une seule plongée directe est incroyablement violent. Les capsules Apollo classiques plongeaient à la verticale, soumettant les astronautes à d'immenses forces gravitationnelles qui atteignaient rapidement leur maximum. Le profil de mission d'Artemis II modifie complètement cette approche en utilisant une technique appelée rentrée atmosphérique par saut. Au lieu de plonger directement à travers l'atmosphère vers l'océan, Orion plongera dans les hautes couches de l'air juste assez profondément pour réduire sa vitesse initiale. Puis, la capsule effectuera un roulis, utilisant sa forme aérodynamique spécifique pour générer de la portance. Elle rebondira littéralement hors de l'atmosphère, un peu comme on fait ricocher une pierre plate sur un étang. Le vaisseau spatial retournera brièvement dans le vide spatial pour refroidir son bouclier thermique avant de redescendre pour sa descente finale. Cette manœuvre en 2 phases permet d'accomplir 2 choses essentielles. Premièrement, cela répartit la charge de décélération. L'équipage bénéficie d'un trajet beaucoup plus doux, avec des forces G nettement inférieures à celles d'une chute directe. Deuxièmement, il permet aux ordinateurs de bord d'étendre considérablement la portée transversale de la capsule. Grâce au rebond du vaisseau spatial sur la forte résistance de la basse atmosphère, le système de navigation peut ajuster avec précision la cible d'atterrissage finale sur une distance de plusieurs milliers de kilomètres. Cette précision est essentielle pour les opérations de récupération. La manœuvre de saut garantit qu'Orion puisse être dirigé directement vers la zone d'amérissage principale dans l'océan Pacifique, située juste au large des côtes de San Diego. Une fois que la capsule a survécu à la phase de chauffage maximale de la 2e descente et a ralenti à des vitesses subsoniques, la séquence de rupture physique commence. À environ 7300 milles au-dessus de l'océan, 3 petits parachutes de freinage se déploieront. Leur travail consiste simplement à stabiliser le vaisseau spatial en rotation et à s'assurer qu'il tombe parfaitement à la verticale. Ces manœuvres sont rapidement suivies par le déploiement des 3 parachutes principaux massifs. Le système de canopée dissipe rapidement l'énergie restante, réduisant la vitesse de descente de 560 km/h à un doux 32 km/h. La capsule va toucher l'eau et rester à flot pendant que les équipes de récupération de la marine s'approcheront à bord de petits bateaux pneumatiques à coque rigide.
Les plongeurs fixeront un collier gonflable spécialisé autour de la base du vaisseau spatial pour le maintenir droit dans les vagues avant de le remorquer dans le radier inondé d'un navire de transport amphibie en attente. Dès que la capsule est verrouillée à l'intérieur du vaisseau, le vol d'Artemis II prend officiellement fin. Dès que l'équipe de récupération navale aura sécurisé la capsule Orion dans l'océan Pacifique, l'objectif principal du programme Artemis changera immédiatement. Artemis II n'est pas un événement isolé. Chaque manœuvre orbitale, chaque relevé thermique et chaque paramètre de survie enregistré au cours de ce vol de 10 jours détermine le calendrier de la mission suivante. Artemis III est le véritable alunissage. La NASA ne peut autoriser le lancement de cette mission tant que les ingénieurs n'auront pas complètement analysé les données de télémétrie du vol d'avril 2026. Ils doivent confirmer mathématiquement que le matériel d'Orion peut assurer la survie d'un équipage en toute sécurité pendant une période prolongée. Si les systèmes de contrôle environnemental sont défaillants, ou si les commandes de vol manuel manquent de précision, l'horaire d'atterrissage sera retardé jusqu'à ce que ces défauts techniques soient corrigés. Si les données valident le matériel, l'architecture d'Artemis III introduit 2 éléments de machinerie entièrement nouveaux et extrêmement complexes. Orion transportera toujours l'équipage en orbite lunaire, mais il n'est pas physiquement capable d'atterrir sur la Lune. Pour accéder au sol, les astronautes s'amarreront à une version spécialisée du vaisseau SpaceX Starship. Ce véhicule est officiellement désigné comme système d'atterrissage humain. Le vaisseau Starship HLS représente une rupture radicale avec les minuscules modules lunaires Apollo enveloppés de papier aluminium. Il s'agit d'un véhicule à atterrissage vertical de grande taille. Du fait de son poids, il ne peut pas se rendre directement sur la Lune en une seule passe. Le profil de vol nécessite une chaîne logistique complexe. SpaceX doit d'abord lancer un dépôt de propergol en orbite terrestre basse. Plusieurs navires-citernes doivent alors être mis à l'eau successivement pour remplir ce dépôt de méthane liquide et d'oxygène liquide super refroidi. Le vaisseau spatial HLS sera lancé. S'amarrer à un dépôt entièrement approvisionné pour faire le plein de carburant nécessaire, puis décoller en orbite lunaire pour attendre la capsule Orion. Une fois que les 2 véhicules se seront rencontrés près de la Lune, 2 astronautes passeront d'Orion à bord du Starship HLS. Ils utiliseront la poussée massive des moteurs Raptor situés à l'arrière du navire pour effectuer les manœuvres de freinage brusque nécessaires à la descente vers la surface. L'objectif de cet atterrissage est le pôle sud lunaire. Cette région abrite des cratères plongés dans l'ombre permanente, où la lumière du Soleil n'a pas atteint le fond depuis des milliards d'années. À l'intérieur de ces cratères, les températures chutent jusqu'à 240 °C. C. Comme les combinaisons spatiales. Apollo d'origine était conçue exclusivement pour fonctionner en plein soleil près de l'équateur lunaire, elle tomberait instantanément en panne et gèlerait dans cet environnement. Pour survivre au choc thermique, l'équipage portera le système de mobilité extravéhiculaire Axiom. Ces nouvelles combinaisons pressurisées sont conçues spécifiquement pour résister au froid extrême et à la poussière extrêmement abrasive, semblable à du verre, que l'on trouve au pôle sud. Elles intègrent également des articulations mécaniques entièrement nouvelles, qui offrent une mobilité humaine accrue. Au lieu de lutter contre la pression rigide d'un ballon pour faire un pas, les astronautes peuvent plier les genoux naturellement, marcher au lieu de sauter, et s'accroupir pour prélever des échantillons de carottes de glace d'eau ancienne. Artemis II est actuellement en train de tester activement le système de transport de référence. Dès que l'équipage actuel aura améri en toute sécurité, la priorité en matière d'ingénierie se concentrera entièrement sur l'atterrisseur Starship et les combinaisons Axiom. Ce sont les dernières pièces mécaniques nécessaires pour remettre les humains à la surface d'un autre.